Le matin, dans les palais royaux du XIVe siècle, ce ne sont pas les murmures des prières qui résonnent le plus fort, mais le cliquetis du fer. On commence par ouvrir les réserves, les serviteurs enlèvent les seaux, comptent les coupes, vérifient les coffres contenant les tissus et les pièces de monnaie. Puis, on ouvre d'autres coffres, ceux qui contiennent les dossiers relatifs à l'honneur. Quelques semaines avant les confiscations, le roi nettoie la cour. Les courtisans adultes sont déclarés débauchés, déshonorés, ayant souillé le mariage et la foi. Le scandale est présenté comme un souci de moralité, mais la fin est prévisible. Les terres, les rentes et les fonctions passent aux mains de la couronne, et les corps des anciens favoris se retrouvent en prison ou en exil dans un monastère. Bonjour à tous ceux qui écoutent cette analyse. Écrivez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo et quelles histoires de scandales moraux à la cour vous avez rencontrées, dans les chroniques, les films, les livres. Je vous souhaite une écoute paisible mais attentive, car nous allons maintenant parler de la manière dont, sous le pape Clément V, Rome a tenté non pas d'attiser ces processus, mais de les soumettre à une procédure stricte, standardiser les affaires d'honneur et empêcher les chancelleries royales de les utiliser comme un instrument pratique pour les confiscations. Au début du XIVe siècle, la cour française avait déjà mis au point une technique de purification par le biais d'accusations morales. L'exemple le plus célèbre est la campagne contre les Templiers. Des chevaliers adultes ont été accusés d'hérésie et de rituels indécents. Leurs aveux ont été obtenus sous la torture et leurs biens ont été préparés pour être partagés. Pour le roi, il ne s'agissait pas seulement d'une lutte pour la foi, mais aussi d'une opération financière de grande envergure, dissimulée sous le langage de l'honneur. Le pape Clément V, élu avec le soutien actif de la couronne française et installé à Avignon, s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, la dépendance vis-à-vis du roi, de l'autre, le corps du droit canonique et les juristes, qui voyaient à quel point il était dangereux de transformer les scandales moraux en une arme politique de plus en plus courante. À cette époque, le droit canonique avait déjà mis en place un système de preuves très sophistiqué. Le juge pouvait ouvrir une procédure sur la base de la rumeur publique, fama, lorsque tout le monde disait qu'un adulte menait une vie scandaleuse. Mais pour prononcer une condamnation, il fallait des preuves irréfutables, des aveux ou les témoignages concordants de plusieurs témoins ayant vu l'événement de leurs propres yeux. En théorie, cela devait protéger contre l'arbitraire. Dans la pratique, c'est précisément l'aveu qui devenait l'instrument de pression le plus pratique. La torture, les interrogatoires des inquisiteurs suivant tous la même liste de questions, la peur du bûcher transformaient la vérité libre en un texte appris par cœur. Les juristes de la curie remarquèrent un détail étrange. Dans les affaires provenant de différentes régions, des formules de confession presque identiques, comme si elles avaient été découpées à partir d'un même modèle, refaisaient surface. Les mêmes descriptions de outrage au sacrement, les mêmes formules sur les relations immorales des accusés adultes passaient d'un procès verbal à l'autre. Le procès des Templiers a été une leçon particulièrement dure. Les prisons royales extorquaient les mots nécessaires, puis ces documents étaient apportés au concile et à la chancellerie papale comme une vérité toute faite. Les juristes qui travaillaient sous Clément comprenaient que si les aveux obtenus sous la torture et consignés selon un schéma précis étaient là considérés comme une preuve irréfutable, il suffisait d'inventer une fois pour toutes un ensemble d'accusations commodes, puis de le copier dans toutes les affaires, contre l'ordre, contre un groupe de courtisans, contre des parents adultes indésirables du roi. Alors, toute affaire d'honneur se transformait en une technique. Créer une fama à travers des rumeurs et des poèmes, obtenir le texte souhaité sous la torture, le joindre au dossier de confiscation. La réponse fut un mouvement vers l'unification des procédures. Sous Clément,
Des décisions conciliaires sont adoptées qui seront ensuite intégrées dans les Clémentines, un recueil de normes papales. Ils prescrivent dans un langage austère les limites de ce qui est acceptable. La torture ne peut être répétée à l'infini. Les aveux, manifestement obtenus par la violence, doivent être vérifiés. Une rumeur seule ne suffit pas. Il faut des témoins adultes. Le juge est tenu de consigner non seulement les paroles de l'accusé, mais aussi les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues. Formellement, il s'agissait d'affaires d'hérésie, mais la logique s'étendait également au procès d'honneur dans les cours. Si l'on ne limitait pas cette technique, les rois relanceraient sans cesse le même scénario de purification, dissimulant la spoliation habituelle des biens derrière des récits sur la décadence des mœurs. Les chancelleries royales ont réagi en renforçant leur pouvoir. Autour de la cour de la couronne française et d'autres monarchies, les affaires se multipliaient, dans lesquelles des courtisans adultes étaient accusés de outrage à l'honneur conjugal, de modes de vie honteux et de relations scandaleuses. Cette formule permettait de frapper les favoris, les familles, les figures spirituelles et séculières. La chute de l'honneur entraînait automatiquement la perte des droits patrimoniaux et politiques. Pour Rome, cela ressemblait à un corps attaché à un dossier. Une accusation portée contre un adulte touchait à la fois sa réputation sexuelle, sa loyauté politique et son patrimoine foncier. La curie ne pouvait pas abolir cette pratique, mais elle essayait au moins d'obliger tout le monde à respecter une seule norme juridique afin que la même reconnaissance ne puisse pas être utilisée indéfiniment d'une affaire à l'autre sous le couvert de la piété. À l'extérieur, un mythe commode a perduré. L'Église n'aurait fait que semer la zizanie, se délectant des chutes des autres. À l'intérieur des archives, le tableau est plus sombre. Sous Clément V, la papauté, liée à la cour de France, tentait en parallèle de limiter précisément ceux qui savaient transformer les procès d'honneur en un mécanisme bien rodé de confiscation. Ce conflit entre le mythe et le document, entre la prédication et la procédure, devient encore plus évident si l'on examine de plus près les règles papales sur les preuves et la correspondance entre la curie et les chancelleries royales, où la lutte ne porte pas sur une morale abstraite, mais pour le contrôle de qui et comment transforme un adulte de sujet en scandale sur le chemin de sa terre. Dans la chancellerie de Clément V, cette lutte ne ressemble pas à une dispute bruyante, mais à un travail sans fin sur des papiers. Les jours passent parmi des feuilles de parchemin couvertes de formules latines arides. Qui, où, dans quelles circonstances est accusé de scandale des mœurs, quels témoins sont cités, comment les aveux ont été obtenus. Les cardinaux juristes et les clercs moins visibles, formés aux gloses des décrétales, voient dans ces détails non seulement une horreur morale, mais aussi une dangereuse régularité. Dès que la chancellerie royale comprend que les affaires d'honneur ouvrent la voie à des confiscations, ces affaires se multiplient comme des tumeurs, répétant les mêmes tournures. Pour les canonistes qui travaillaient sous Clément, le point de départ reste le modèle élaboré avant lui. Le jugement dans une affaire de foi ou d'honneur doit s'appuyer sur une combinaison de rumeurs et de preuves. Tout d'abord, le juge constate la fama, une rumeur persistante selon laquelle un adulte mène une vie provocante. Mais une simple rumeur ne suffit pas. Il faut passer à l'inquisitio, une enquête officielle qui nécessite des témoins adultes, l'indication du lieu, du moment et des circonstances. Les aveux sont très appréciés, mais uniquement s'ils sont libres et prononcés sans contrainte. Sur le papier, tout semble délicat. Dans les prisons royales et les caves des châteaux, entre cet idéal et la pratique, il y a des chevalets, des chaînes et des menaces. Les premiers signes sérieux, indiquant que les aveux deviennent un modèle acceptable, parviennent à la curie, non seulement à partir des procès des Templiers. Des affaires locales concernant l'honneur dans les cours des évêques et des seigneurs apparaissent dans les dossiers. Des groupes d'adultes sont accusés d'abomination, de profanation du mariage
de violation de leurs vœux. Et à chaque fois, les procès-verbaux provenant de différents endroits se révèlent étonnamment similaires. Les juristes y trouvent les mêmes séquences de phrases, les mêmes listes de péchés, la même série de questions. On a l'impression que les interrogateurs ont sous les yeux la même fiche dans laquelle ils inscrivent simplement de nouveaux noms et titres. La réponse se trouve dans les règles papales sur les preuves, préparées sous Clément et confirmées lors d'un concile dans le centre de la France. Elles formulent plusieurs principes qui semblent aujourd'hui fragiles, mais qui étaient presque révolutionnaires dans le contexte de l'époque. Premièrement, les aveux obtenus sous la torture ne peuvent être considérés comme une preuve absolue sans confirmation supplémentaire. Les juristes sont tenus de vérifier si l'accusé ne se contente pas de répéter des formules qui lui ont été suggérées sous la pression et d'exiger qu'il reproduise des détails qu'il ne peut connaître sans avoir réellement participé aux faits. Deuxièmement, il est interdit de soumettre indéfiniment un adulte au supplice du chevalet. La torture est autorisée en dernier recours, une seule fois et avec modération, et non comme une procédure quotidienne visant à obtenir des aveux commodes. Troisièmement, le juge est tenu de consigner non seulement le texte final des aveux, mais aussi le chemin qui y a mené. Qui était présent? Combien de temps a duré l'interrogatoire? Quelles menaces ont été proférées? Pour les juristes royaux, habitués à considérer le procès d'honneur comme un instrument contrôlable, cette intervention apparaît comme une tentative de leur lier les mains. La chancellerie française continue d'agir comme avant. D'abord, on obtient les formules nécessaires dans la prison interne, puis on les apporte au tribunal épiscopal ou au concile comme un fait accompli. Mais la curie commence à se méfier de ces dossiers. Au sein de la chancellerie papale, une règle tacite se met en place. Si des dossiers contenant les mêmes mots arrivent de différentes régions du royaume, il faut se montrer plus prudent, ne pas se précipiter pour transformer ces textes en verdict définitif et s'y référer dans de nouvelles affaires. Cela se manifeste de manière particulièrement douloureuse lorsque le roi tente de lier des affaires d'honneur à la confiscation de grandes propriétés. Dans une telle affaire, il y a toujours 3 niveaux: le corps de l'accusé adulte, l'honneur de sa famille et les terres qui peuvent être confisquées. Les aveux obtenus sous la torture les transforment en une seule ligne. L'homme est déclaré honteux, la famille est souillée, les biens sont purifiés de leur ancien propriétaire. Pour la curie papale, un tel enchevêtrement constitue un dangereux précédent. Si l'aveu est reconnu comme une clé universelle, il peut facilement être utilisé dans n'importe quelle situation. Alors, le même aveu peut passer d'une affaire à l'autre, d'abord contre l'ordre, puis contre les courtisans, ensuite contre les rivaux politiques, et le tribunal ecclésiastique ne deviendra qu'un notaire de la volonté d'autrui. Sous Clément V, les tentatives de briser cette chaîne se traduisent par des mesures concrètes. Certaines bulles soulignent que les laïcs, y compris les rois, ne peuvent déclarer eux-mêmes quelqu'un hérétique ou impie sans la participation du tribunal ecclésiastique. D'autres précisent que la confiscation des biens de l'Église pour des motifs d'honneur est inadmissible sans une procédure distincte devant une instance canonique. Extérieurement, tout cela ressemble à une lutte pour les privilèges du clergé, mais en réalité, il s'agit d'une question de procédure. La curie tente d'empêcher qu'un scandale moral ne conduise automatiquement à la confiscation de terres avant que les juristes ecclésiastiques n'aient vérifié sur quoi il repose. La partie royale répond à sa manière. Dans les chancelleries, on renforce l'accompagnement juridique des affaires, on apprend à adapter les accusations aux formules canoniques afin que la régale papale ne puisse pas s'accrocher à des violations manifestes. Les aveux sont consignés avec plus de précision, les témoins sont formellement assermentés, les procès-verbaux sont rédigés de manière à paraître corrects aux yeux des juristes romains. En conséquence, les mêmes constructions verbales, nées sous la pression dans différentes forteresses, commencent à circuler entre la cour et la curie
comme s'il s'agissait de textes juridiques indépendants. Dans les marges de ces procès-verbaux, les cardinaux font des annotations, essayant de comprendre où s'arrête la culpabilité réelle et où commence l'utilisation en série du même modèle. Au sein de la curie, une nouvelle prudence s'installe progressivement. On s'efforce de ne pas mélanger les affaires liées à l'honneur à la cour, afin que les aveux faits dans un procès ne deviennent pas automatiquement des preuves dans un autre. Les représentants papaux sur place reçoivent pour instruction de consigner non seulement le contenu de l'accusation, mais aussi son origine. Qui a lancé la rumeur? Quels intérêts se cachent derrière? Coïncide-t-elle de manière suspecte avec d'autres actions de la couronne? Par exemple, une tentative de redessiner les liens vassaux ou de confisquer des fiefs lucratifs. Même lorsque le tribunal ecclésiastique finit par se rallier au verdict royal, les traces de cette résistance subsistent dans les dossiers, questions supplémentaires, retards, demandes de révision de certains points. Pour le spectateur contemporain, habitué à voir l'Église comme le principal centre de chasse à l'honneur d'autrui, cette ligne semble inattendue, mais c'est précisément à l'époque de Clément V que la pratique papale consacre l'idée que les flux d'affaires de scandales moraux provenant des cours doivent être maintenus dans des limites minimales, non pas par humanité envers les accusés adultes, mais par crainte d'une arme politique incontrôlable. Les juristes, qui transfèrent le parchemin d'une affaire à l'autre, voient les accusations émanant des chancelleries royales devenir des copies conformes et tentent d'y répondre par une autre forme de copie, des règles, des formules, des procédures qui, si elles sont respectées, empêchent une même confession de passer sans fin d'un procès d'honneur à un autre. Peu à peu, la chancellerie papale commence à remarquer une étrange répétitivité. Les juristes de Clément V passent en revue les rouleaux contenant les procès-verbaux des interrogatoires d'adultes accusés envoyés par différents royaumes et constatent que les mêmes formules sur l'atteinte à l'honneur, les abominations secrètes et les baisers honteux passent d'une affaire à l'autre presque sans changement. Les schémas d'accusation, une fois testés sur l'ordre ou le cercle de la cour, reviennent dans d'autres pays, avec d'autres noms, mais avec le même ensemble d'épisodes. Ce qui devait être la confession unique d'une personne en particulier ressemble de plus en plus à un modèle pratique pour tout procès où il faut rapidement déshonorer et saisir les biens. Pour les chancelleries royales, c'est un outil pratique. Les notaires et les conseillers prennent l'habitude de ne pas inventer de nouvelles constructions, mais de substituer de nouveaux titres et noms de châteaux à des formules déjà éprouvées. Si la confession a fait ses preuves dans une affaire retentissante, il est plus facile de la modifier légèrement que de construire une accusation à partir de zéro. De l'extérieur, cela ressemble à une confirmation. Différents accusés répètent le même schéma de vice. À l'intérieur de la curie, de plus en plus de juristes y voient non pas une coïncidence, mais le signe que les rois ont appris à transformer les affaires d'honneur en une technologie de série. La réponse de Clément V et de son entourage ne passe pas par des condamnations retentissantes, mais par la procédure. Les légats sur place reçoivent l'ordre de ne pas se contenter des procès-verbaux envoyés, mais de procéder à de nouveaux interrogatoires des accusés adultes, vérifier s'ils sont capables, sans aide, de donner des détails, des dates, des noms, et non pas seulement de reproduire une formule apprise par cœur. Lorsque, après avoir été emprisonnés et torturés, les gens commencent à s'embrouiller, à renier leurs déclarations précédentes ou à changer radicalement leur récit, la curie constate que les aveux, derrière lesquels se cache le pouvoir royal, ressemblent trop à un texte préparé à l'avance. Lorsque l'accusé répète la formule mot pour mot, cela aussi est suspect. On voit à quel point le schéma est profondément ancré. Les rois réagissent par une contre-offensive. Dans leurs lettres au pape et aux cardinaux, leurs conseillers soulignent que les interrogatoires ont été menés dans les règles, que les aveux sont volontaires et que le monarque agit en tant que défenseur de la foi et des mœurs. Parallèlement,
Il rappelle les dettes, les alliances militaires et les privilèges de l'Église sur leurs terres. Le message est clair. Si la papauté remet en question les procès déjà menés, elle risque de perdre son soutien politique. Ainsi, les affaires d'honneur se transforment définitivement en matière de négociation. Derrière les formules sur les scandales moraux se cache non seulement le salut des âmes, mais aussi le contrôle des châteaux, des fonctions et du trésor. Au sein même de la curie, le conflit s'intensifie. Une partie des cardinaux, étroitement liés à la couronne française, penche pour soutenir la ligne royale. Ils estiment qu'il vaut mieux exagérer dans la punition que de permettre l'affaiblissement du trône. Une autre partie, élevée dans la tradition canonique universitaire, y voit une menace pour le sens même du droit. Ces juristes indiquent clairement dans leurs notes si les aveux peuvent être transférés d'une affaire à l'autre et si la torture peut être utilisée jusqu'à ce que le texte corresponde au modèle, alors toutes les règles papales sur les preuves deviennent des paroles vides de sens. Un peu à l'écart des débats sur les pouvoirs, se déroule la lutte pour la forme des punitions. L'entourage royal est attiré par le spectacle. Les repentirs publics, les processions humiliantes, le marquage au fer rouge sont pratiques pour démontrer la puissance. Le camp papal, malgré tous les compromis, tente de plus en plus souvent de déplacer l'accent. Ce n'est pas le spectacle qui importe, mais la manière dont le processus est consigné. Dans les circulaires relatives à la réforme de la procédure judiciaire, apparaît l'idée que les épreuves corporelles et les humiliations exemplaires ne peuvent être considérées en elles-mêmes comme des preuves à part entière si elles ne s'appuient pas sur une chaîne de témoins, la comparaison des témoignages, le respect des règles relatives au nombre de fois où l'on peut torturer et à la nécessité de confirmer les aveux sans torture. Cela ne fait pas de Clément V un réformateur humanitaire au sens moderne du terme. La torture reste légale, les prisons sont humides, les accusés adultes sont amaigris par l'attente et la douleur. Mais dans le langage juridique, la hiérarchie change lentement. Là où l'on se référait auparavant au signe ou à l'échec d'une épreuve corporelle, on exige de plus en plus souvent des preuves plus formelles. Dans les procès-verbaux, à côté des aveux, apparaissent des mentions relatives au respect ou à la violation des règles, une clause stipulant qu'un aveu ne peut être automatiquement transposé dans une autre affaire sans réexamen. Ainsi, sous la forte pression de la Cour, une autre ligne commence à se dessiner dans les documents papaux. Tenter de ne pas attiser les scandales, mais de les enfermer dans un cadre procédural rigide, afin que la chancellerie royale ne puisse pas utiliser indéfiniment le même aveu comme une clé universelle pour tout ennemi. Peu à peu, la tentative de confiner les scandales dans le cadre de la procédure devient une tâche distincte de la curie. Les juristes de Clément V rédigent non seulement des réponses aux lettres des rois, mais aussi des notes internes, comment traiter les affaires concernant l'honneur de la cour, la réputation des courtisans adultes et les mœurs indécentes. Ces notes soulignent que les aveux obtenus sous la torture ne sont pas suffisants en soi. Ils doivent être confirmés par des témoignages et des circonstances, les accusés doivent être interrogés à nouveau sans pression, et l'état des personnes et le déroulement de l'interrogatoire doivent être consignés. Il est proposé de ne pas transposer automatiquement à d'autres les listes d'accusations et les formules d'aveux déjà utilisées contre un ordre ou un groupe, mais de les vérifier à nouveau. Pour les chancelleries royales, habituées à vendre à Rome un ensemble de confessions toutes faites, cela semble être un obstacle supplémentaire. Dans la pratique, cela ne ressemble pas à une révolution humanitaire, mais plutôt à une lente résistance à l'habitude des cours d'utiliser le langage du péché à des fins purement politiques. Les envoyés royaux apportent à la curie des affaires où tout est déjà fait, la torture a été pratiquée, les accusés adultes ont avoué une longue liste de vices, les biens ont été décrits, on n'attend plus que le sceau du pape. Les secrétaires de Clément V exigent de plus en plus souvent
Au lieu d'une approbation formelle, les procès-verbaux complets, les noms des témoins, les explications sur les raisons pour lesquelles tels ou tels aveux ont été jugés convaincants. En réponse, l'irritation grandit. Les monarchies ne veulent pas que Rome s'immisce dans la technique de purification de la cour avant les confiscations. Dans le même temps, la curie doit trouver un équilibre. Clémencite lui-même est lié à la couronne française et comprend qu'un refus trop catégorique de reconnaître les procès royaux pourrait se traduire par une menace de désobéissance dans d'autres domaines. Dans certaines affaires, la curie fait des concessions, fermant les yeux sur la faiblesse des preuves et laissant le scandale dégénérer en bûcher et confiscation. Dans d'autres, au contraire, elle s'accroche à chaque détail de procédure, surtout si les évêques, les abbés influents ou les ordres importants pour l'Église elle-même sont visés. Il existe donc deux lignes de conduite, les compromis externes et le travail interne visant à durcir les règles. C'est précisément dans cette zone interne que se renforce le refus des anciens tests corporels comme fondement du verdict. Les ordalies étaient déjà formellement interdites auparavant, mais leur esprit subsistait dans les croyances, la foi dans les signes, dans les tests miraculeux uniques. Les juristes de Clément V rappellent avec de plus en plus d'insistance que le verdict doit s'appuyer sur des interrogatoires cohérents, des témoignages, la comparaison des versions, et non sur un seul geste symbolique. Cela n'abolit pas la torture et ne sauve pas des personnes en particulier, mais cela change le langage dans lequel les rois et les juges sont obligés de justifier leurs décisions. Au lieu de se référer à un miracle, ils doivent remplir des pages de procès-verbaux. Pour les chroniqueurs ultérieurs, cette couche est presque invisible. On se souvient des affaires retentissantes où la papauté a soit gardé le silence, soit sanctifié les exécutions royales, d'où naît le mythe d'une Église qui n'aurait fait qu'attiser les scandales. Mais dans les règles et les instructions de la même époque, on voit une autre tentative, transformer les procès d'honneur d'une arme purement politique en procédure juridique quelque peu standardisée, où la même confession ne peut plus passer indéfiniment d'une affaire à l'autre sans risque d'être remise en question, et où le juge est tenu de prendre en compte non seulement les cicatrices et les cris, mais aussi les lignes de ses propres archives. Avec le temps, ces règles internes ont cessé d'être de simples notes de travail de la curie et ont commencé à servir de modèle pour d'autres. Les tribunaux épiscopaux, les chapitres des cathédrales, les instances monastiques, qui devaient régler les différends concernant l'honneur des personnalités laïques et ecclésiastiques adultes, se référaient de plus en plus souvent, non pas aux anciens récits de procès miraculeux, mais aux nouvelles instructions de la chancellerie papale. Celles-ci contenaient des termes étrangers à la cour habituelle, tels que les interrogatoires répétés sans torture, la comparaison des aveux avec les circonstances réelles, la nécessité de consigner qui avait participé à l'enquête et dans quelles conditions. Ce qui était auparavant considéré comme une bureaucratie superflue est devenu un signe de respect des formes. Sans cela, le verdict pouvait être contesté comme ayant été rendu de manière incorrecte. Pour les tribunaux royaux, cela signifiait qu'il devenait plus difficile d'utiliser le langage du scandale moral comme un couteau politique rapide. Chaque affaire de l'honneur commençait à laisser derrière elle un dossier épais dont les générations suivantes de juristes devaient désormais tenir compte. Cela est devenu particulièrement évident lorsque les mêmes chancelleries royales ont été contraintes, sous la pression de Rome, de réexaminer certaines affaires très médiatisées. Là où auparavant, une série exemplaire d'exécutions et de confiscations suffisait, les représentants du pape exigeaient désormais une révision. Ils demandaient des copies des procès-verbaux, s'intéressaient à savoir si les aveux obtenus à différents endroits se répétaient mot pour mot, vérifiaient si les mêmes témoignages n'étaient pas utilisés contre plusieurs groupes d'accusés à la fois. Plusieurs affaires qui semblaient closes revenaient soudainement sur la table, ce qui provoquait la fureur des juristes de la cour. Ils devaient expliquer pourquoi un même témoin adulte confirmait, soudainement, avec les mêmes mots,
différents complots et crimes moraux. Même si les verdicts restaient finalement en vigueur, le processus de confirmation devenait plus lent et plus difficile, et la marge de manœuvre pour les manœuvres politiques arbitraires se réduisait. Pour la Curie elle-même, cette ligne n'était pas seulement juridique, mais aussi stratégique. La papauté de l'époque de Clément V se trouvait prise en étau entre les rois, qui avaient besoin d'une sanction pour purifier la cour, et le corpus croissant du droit canonique, dans lequel il était de plus en plus difficile de justifier des procès fondés sur des épreuves corporelles et des dénonciations totalement anonymes. Les juristes qui travaillaient sur les recueils de décrets y incluaient des normes sur l'inadmissibilité des ordalies, sur la priorité des preuves écrites, sur la nécessité de consigner les menaces et les formes de pression lors des interrogatoires. Ces formules ne sauvaient pas les adultes concernés de la souffrance, mais elles changeaient la façon dont les juges de la génération suivante lisaient les anciens dossiers, là où auparavant on ne voyait que la soumission de l'accusé et la révélation miraculeuse du péché. Les nouveaux commentateurs commençaient à noter les violations de procédure, la faiblesse des preuves et la dépendance directe des témoignages au contexte politique. Dans la couche mythologique de la mémoire, ce travail n'a pratiquement pas eu d'impact. Les récits tardifs sur Clément V le mentionnent plus souvent comme participant à des procès retentissants, comme pape sous lequel les histoires de crimes commis par les ordres religieux et les cours royales ont été amplifiées, que comme figure sous la pression de laquelle ont été créées des règles subtiles et rigoureuses sur les preuves admissibles et les normes d'interrogatoire. La légende affirme que l'Église attisait volontiers les scandales moraux, car il était dans son intérêt de maintenir le monde dans la crainte du péché. Le document montre une autre image. La papauté a tenté d'inscrire la vague informe d'accusations dans le cadre rigide de la procédure afin d'empêcher les monarques de transformer chaque rumeur de honte en un prétexte commode pour confisquer et éliminer leurs rivaux. Là où les rois exigeaient de simples mots sur le vice et la repentance, la Curie demandait avec de plus en plus d'insistance des pages de procès-verbaux. En conséquence, la pratique même des procès d'honneur dans le cadre de la juridiction ecclésiastique a lentement commencé à changer. Les ordalies ont progressivement disparu, non seulement des textes, mais aussi de la réalité quotidienne des tribunaux liés à Rome. Ils ont été remplacés par des enquêtes en plusieurs étapes, dans lesquelles ce n'étaient plus les épreuves corporelles et les scènes spectaculaires qui primaient, mais la succession des interrogatoires, la comparaison des témoignages et les dépositions écrites. La torture est restée longtemps un instrument, mais elle était de plus en plus souvent utilisée comme une mesure extrême, nécessitant une autorisation spéciale et un contrôle ultérieur. La vérité physique a cessé d'être considérée comme la seule vérité. Elle était de plus en plus souvent complétée et parfois réfutée par des traces écrites. Pour les monarchies, cela signifiait la perte d'une partie de leur arme commode. Un scandale moral ne pouvait plus être présenté sans réserve, comme une vérité absolue, sans rendre compte de la manière dont il avait été révélé. Le sens final de cette histoire ne se manifeste pas dans un seul ordre ou un seul procès, mais dans le lent déplacement du poids entre le cri et le protocole. Les rois adultes continuaient d'essayer de nettoyer la cour avant les confiscations en utilisant le langage du vice et de la honte. Les cardinaux et les juristes adultes de la Curie étaient toujours prêts à fermer les yeux sur une partie des abus afin de ne pas rompre les alliances. Mais au cours d'une génération, un ensemble de normes s'est développé, rendant ces jeux plus coûteux et plus difficiles. La même confession ne pouvait plus passer indéfiniment d'une affaire à l'autre sans que quelqu'un au sein de la chancellerie ne remarque cette étrange coïncidence. Les procès d'honneur publics s'appuyaient de moins en moins sur un seul test physique et de plus en plus sur une série d'interrogatoires, de témoignages et de correspondances qui devaient ensuite être conservés dans les archives. C'est précisément ce changement difficile et lent
qui montre que derrière le mythe d'une Église qui attise les scandales, se cachait un autre travail, plus discret, la tentative d'utiliser le droit, non pas pour annuler, mais au moins pour limiter la transformation des corps et des réputations humaines en un matériau consommable pratique pour les calculs politiques royaux.